Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. Alors, Joseph Facal, si tu veux bien, je veux raconter aux gens qui nous écoutent le drame qui t'est arrivé il y a quelques jours. Joseph a écrit un roman en 2 parties et la deuxième partie sort en février. Et il est tout fier de son roman, avec raison. François Legault aimait ça. François Legault a dit sur Twitter qu'il a aimé ton roman. J'espère que tu l'as envoyé promener en disant « J'ai pas besoin de vous, monsieur Legault. » Richard, comme je suis un garçon qui a été élevé par un père et une mère qui m'ont enseigné les bonnes manières, évidemment, certains diront que je suis plutôt un vieux con fini. Alors, peux-tu croire, dans un cas comme dans l'autre, j'ai dit, Monsieur le Premier ministre, merci. Merci. Et j'apprécie ce que vous faites, au-delà de mon insignifiante petite personne, j'apprécie ce que vous faites pour encourager la culture d'ici, qui en a bien besoin. Et nonobstant nos désaccords sur d'autres sujets, juste merci de m'avoir lu, puis de dire que vous avez aimé ça. Alors, tu vois, je suis vraiment un con fini. Parce que François Legault lit des livres québécois et en parle souvent sur les médias sociaux. Écoute, on s'est tellement plaint souvent d'être dirigé par des gens qui n'avaient pas de culture. Maintenant que c'est comme si c'est impossible qu'il lit des livres. Il vient du milieu des affaires. C'est le gars d'Air Transat. Les gens du milieu des affaires, s'ils sont rien que d'un chiffre, ça lit pas des livres, ça. Voyons, quel préjugé niaiseux. Richard, on peut penser ce qu'on veut des politiques de François Legault. On n'est pas obligé d'adhérer à pas, hameçon, ligne, canne et avaler tout ce qu'est la CAQ. Il faut juste dire la vérité. François Legault aime la culture québécoise et voilà. Quand il aime un roman, il en dit du bien. Maintenant, puisque nous sommes sur le sujet, là, je ne veux pas gâcher ton lundi matin, mais je ne sais pas si tu as pris la peine d'aller lire certains des commentaires en dessous de son post Facebook concernant mon roman. Tu avais évidemment des gens qui disaient « Merci beaucoup pour la suggestion », mais tu avais des « Quoi? Le premier ministre trouve le temps de lire des romans au lieu de régler tous nos problèmes? » Il y avait de ça. Non, mais tu sais, sérieusement, là, est-ce que vous pensez vraiment que nos hôpitaux, nos écoles, nos routes seraient en meilleur état si le premier ministre travaillait 20 heures sur 24 au point de s'en rendre malade? Ben non. C'est un homme normal, avec une famille normale, qui mène une vie normale, puis quand il se couche le soir avant de relaxer, il lit quelques pages. Et oh, crime suprême, au lieu de lire du polar scandinave, il lit du roman québécois. C'est-tu épouvantable? Mais là, il y a un auteur québécois qui pogne beaucoup en France, et très de gauche, et François Legault le félicitait pour son roman, et lui disait « Ah! Je veux rien savoir de votre roman, de vos remerciements. Tu sais, comme si c'était épouvantable. C'était la pire chose qui pouvait y arriver. C'est que François Legault disait qu'il aimait son livre. Oui, ben je vois très bien à qui tu fais référence. Je souhaite à ce jeune homme tout le succès auquel il aspire. D'ailleurs, il connaît un grand succès. Je l'en félicite. Je n'ai pas lu le roman. Il paraît que c'est très bien. Je dirais simplement poliment que j'ai préféré réagir d'une autre manière. Voilà. Je m'attendais pas à ce que tu m'amènes là-dessus. Mais en tout cas, merci
de rappeler à nos auditeurs que, ben oui, le premier ministre m'a complimenté et mon roman va fort bien. Moi, je voulais te parler de cette glorieuse fin de semaine de football, mais bon, on parle de ce que tu veux, c'est ton émission. Écoute, parle-nous de cette controverse dans laquelle se retrouve la ministre Pascale Derry, ministre de l'Éducation supérieure. OK, alors, voici. Je comprends que cette affaire a piqué ta curiosité. Elle a certainement piqué la mienne parce que c'est hautement inhabituel. Cela dit, Richard, au risque de dessouffler la balloune, si tu veux mon avis, j'ai pas l'impression qu'on est devant un énorme scandale. Cela dit, comme nous ne connaissons pas beaucoup d'éléments, il faut le commenter avec prudence et je suis réduit un peu à spéculer et je mets mes gants blancs. Je t'explique. Denise Ely est professeure titulaire à l'INRS. Elle est anthropologue de formation. Dans le milieu universitaire québécois, Mme Ely est connue, respectée. Elle est connue comme Barabas dans La Passion. Bon, il y avait un poste à combler au CA de l'INRS. Et ce poste doit normalement être occupé par un professeur. Alors évidemment, les professeurs de l'INRS se réunissent et décident que c'est Mme Ely qui va les représenter au CA de l'INRS. Alors évidemment, comme l'INRS fait partie du réseau de l'Université du Québec, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, qui doit entériner la nomination. Habituellement, c'est une pure formalité. Cette fois-ci, sa nomination n'a pas été entérinée par la ministre. Elle a ce pouvoir. Elle a ce pouvoir, mais il est inhabituel qu'elle l'exerce. Elle n'a pas donné d'explication. Alors évidemment, les partis d'opposition, surtout les libéraux et QS, ont grimpé au rideau et évoquent la censure. Beaucoup plus posé. On évoque la censure. On évoque la censure parce que Mme Ely, c'est une adepte de toute cette idéologie du multiculturalisme, l'anticolonialisme, le racisme systémique et tout ça. Oui. Et là, on dit, si Pascale Derry a bloqué sa nomination à l'Institut national de recherche scientifique, c'est parce qu'on ne veut pas de gens de gauche anticolonialistes dans ces postes-là. On ne sait pas si c'est pour ça qu'elle a bloqué sa nomination. Voilà. Ça, Richard, c'est de la spéculation. Moi, j'ai aimé la réaction du président de l'Université du Québec, l'ancien ministre péquiste Alexandre Cloutier, qui a dit « Je vais juste prendre rendez-vous avec le cabinet de la ministre pour qu'on m'explique qu'est-ce qui s'est passé. » Avant de grimper au rideau, il demande un rendez-vous pour qu'on lui explique. Parce que c'est vrai que c'est inhabituel. Là, évidemment, on rentre, Richard, dans les hypothèses et les conjectures. Je t'en soumets quelques-unes. D'abord, évidemment, Mme Ely l'évoque elle-même. Mme Ely a 81 ans. Se pourrait-il qu'on ait voulu quelqu'un de plus jeune? Et alors là, évidemment, la question, si c'est ça, est-ce que c'est un agisme épouvantable ou est-ce qu'il est légitime de vouloir un rajeunissement? Libre à chacun de spéculer. Ensuite, tu évoques les orientations de la recherche faite par Mme Ely. C'est vrai qu'elle s'intéresse au multiculturalisme, à l'islamophobie, aux crimes haineux, au racisme systémique, et que tout ça, ce ne sont pas les orientations du gouvernement. Il est vrai aussi que les thèmes de ces travaux sont, je te dirais, à la frontière entre la recherche scientifique et l'engagement militant. Donc, tout dépend de comment c'est fait. J'ai été voir certains des travaux de Mme Ely et franchement, c'est une universitaire sérieuse. Je te donne un exemple. Il y a quelques années, elle publie un article sur l'extrême droite au Québec. Eh bien, on aurait pu s'attendre à ce que l'extrême droite au Québec, ce soit Bock-Côté, Martineau, Facal et tout. Ben non, quand tu vas lire l'article, elle étudie la meute, elle étudie la Talente et elle en conclut que si ce sont des groupes de la droite dure, ce ne sont pas pour autant des groupes fascisants parce qu'ils n'appellent pas à un renversement de la démocratie. Donc, c'est une universitaire engagée, oui, qui a des thèmes de recherche
qui ne sont pas les miens, mais qui a quand même une feuille de route tout à fait honorable et crédible. Joseph, là, on est dans la conjoncture parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, mais reste que c'est particulier parce qu'habituellement, c'est une simple formalité, habituellement. Absolument. Là, le gouvernement s'en est mêlé. Pourquoi? On ne sait pas. Mais bon, prenons un pas de recul. Ne parlons pas nécessairement de ce cas-là, mais ça ouvre la porte. On sait que là, Madame Derry, le gouvernement et beaucoup de gens, on est tannés de voir que des militants, des professeurs militants, qui sont plus militants que profs, qui sont plus militants que scientifiques, qui commencent à occuper des postes importants dans le milieu de l'éducation de haut savoir, OK? Et là, on dit, on est tanné, on veut faire le ménage. D'un côté, on peut comprendre qu'un gouvernement dirait, là, à un moment donné, ça fait. Ça fait les militants qui sont là, à la tête des musées, à la tête des universités. On va bloquer leur nomination. D'un autre côté, est-ce que c'est le rôle du gouvernement de s'impliquer comme ça puis de faire de la microgestion dans les universités ou est-ce qu'il ne faut pas dire, tu sais, est-ce que c'est trop s'impliquer dans les affaires du haut savoir? T'en penses quoi, toi? Ben voilà, je pense qu'il est d'une certaine façon malheureux que ce soit Mme Elie qui se retrouve au milieu de cette affaire-là, parce qu'effectivement, Richard, il y a des universitaires dont le travail, ça me fait de la peine de le dire, dont le travail n'a rien de sérieux et qui sont des militants, point à la ligne. Elle fait du travail discutable, elle fait du travail dont le jupon idéologique dépasse, mais quand tu prends la peine de fouiller un peu, c'est du travail sérieux. C'est quand même quelqu'un de crédible. C'est quelqu'un que tu peux pas balayer du revers de la main en disant « c'est bidon, ces affaires, ce n'est que du militantisme ». Non. C'est quand même une femme qui a toute une trajectoire dans le milieu universitaire. Et à partir de là, on rentre dans ces zones grises que tu as bien évoquées. Par exemple, le milieu universitaire s'est toujours battu pour son autonomie, mais en même temps, écoute, si la ministre, par la loi, a ce pouvoir de nommer ou de bloquer, que vaut ce pouvoir? Que vaut ce pouvoir si on s'attend à ce qu'elle ne fasse que du rubber stamping? Est-ce que selon toi, la situation est telle dans ces institutions-là que oui, le gouvernement doit intervenir pour faire le ménage? Je pense que le gouvernement doit intervenir avec une extrême prudence. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? L'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, Mme McCann, avait fait voter une loi sur la liberté académique, une loi fort bien faite, qui disait, voici un certain nombre de principes sur lesquels on ne transige pas, et elle avait dit ensuite aux universités, je vous donne un délai pour créer des comités pour que vous gériez vous-même vos affaires dans le respect de principes sacro-saints. Alors, tu comprends, à partir de là, il devient, disons, ironique qu'un gouvernement qui a voté une loi pour réaffirmer la liberté académique intervienne lui-même pour contraindre la liberté académique de profs qui, en toute liberté, ont décidé que c'est elle qu'on voulait. Oui, mais je sais bien, mais en même temps, si ces gens-là n'arrêtent pas de se nommer l'un l'autre et qu'on se retrouve avec des militants à la tête de musée, tout ça, et qu'on laisse faire... Non, mais je pense quand même que la question des musées et la question des universités, il y a des points de rapprochement, mais il y a quand même des divergences. Tu sais, il y a véritablement une gouvernance universitaire faite d'une certaine façon, qui est un principe, en fait, multicentenaire. Mais de l'autre côté, certains pourraient dire, hey, c'est l'Université du Québec. C'est pas l'Université de Montréal, c'est pas McGill. L'Université du Québec, c'est l'émanation directe du gouvernement du Québec. Et la présence du gouvernement du Québec a toujours été plus forte dans ce réseau-là que dans les autres universités. Bon, évidemment, tu disais tout à l'heure, on en est réduit à spéculer. Il paraît, c'est Mme Elie elle-même qui le dit, il paraît qu'elle prépare un livre sur le mouvement anti-woke. Alors évidemment,
Qu'est-ce qu'il y aura dans son livre sur le mouvement anti-woke? Je le sais pas, je l'ai pas lu. Peut-être que nous aurons l'honneur d'être cités, toi et moi. J'en sais rien. Mathieu, c'est sûr et certain. Mathieu, c'est sûr et certain. Mathieu Lui. pense au bat, c'est clair. Il va se faire plaquer comme un joueur de football en fin de semaine. Là. Ça, c'est clair. Là, Écoute, on rappelle que cette histoire-là était sortie par Le Devoir, faut le dire. Et en terminant, j'espère que Gabriel Nadeau-Dubois va dire sur ses médias sociaux qu'il a beaucoup aimé ton livre. Ça fera un contrepoids quand même. Et là, la gauche pourrait dire, bon, on peut lire du Facal. Maintenant, on était adoubé. C'était permis par le pape de la gauche lui-même. Écoute, tu sais, mon livre se passe au moment des rébellions, puis il y a bien des hommes, puis il y a bien des blancs, puis dans mon livre, c'est les hommes puis les femmes qui s'aiment. Mais en même temps, il y a un gay. Il y a un personnage gay dans ton livre. Il y a un gay et je réserve des surprises dans le 2e tome. Je vais aussi montrer que la population était diversifiée, il y avait toutes sortes de monde, mais je ne voudrais pas m'auto-scooper. Le tome 2 sort le 29 février. Voilà. Un patriote non-binaire. J'ai hâte de lire ça, mon cher. Salut, bonne journée. Salut, bye. Salut, bye.